Bienvenue de retour dans la situation de l'émission hebdomadaire, où vos questions anxieuses et nos réponses angoissantes offrent un bon aperçu de l'état catastrophique du monde. Je suis Simon Whistler. Cette semaine, nous examinerons les graves difficultés de recrutement de l'Ukraine, leur impact pour Kiev et ce que l'incapacité de Moscou à percer face à un adversaire en manque d'infanterie implique. Nous avons aussi une mise à jour sur la guerre civile au Marmare, une analyse sur l'avenir de la guerre par drone et quelques réponses brèves sur divers sujets liés à la guerre. Comme d'habitude, les repères temporels sont ci-dessous. Passons maintenant à notre plus long segment de la semaine, la crise de main-d'œuvre en Ukraine. La crise croissante de main-d'œuvre en Ukraine. Et voici la question de Parker Kimat. Peut-être. Pouvez-vous évoquer la désertion massive et la conscription forcée en Ukraine, ainsi que leur impact sur la capacité de combat ? Très bien. Eh bien, certains d'entre vous qui regardent sont peut-être déjà en train de lever les yeux au ciel face à cette question. Certains d'entre vous crient et demandent peut-être même après leur téléphone. Simon, pourquoi ? Pourquoi donnes-tu du temps d'antenne à cet argumentaire pro-russe ? La réponse est simple. Nous en parlons car c'est une affaire très importante. Et si tu fais partie de ceux qui espèrent désespérément que l'Ukraine l'emporte contre la guerre impériale de conquête de Poutine, alors c'est une conversation à laquelle tu dois vraiment prêter attention. D'accord ? Depuis l'échec de la contre-offensive de 2023, l'Ukraine est confrontée à des problèmes de main-d'œuvre. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu te souviens peut-être que l'une de nos principales critiques concernant l'opération de Koursk était qu'elle avait retiré des troupes dont on avait cruellement besoin des positions de première ligne, comme à Pokrovsk dans le Donbass, où elles étaient sans doute bien plus nécessaires. Depuis la fin de l'aventure de Koursk, ces problèmes n'ont pas disparu. En réalité, ils sont même plus graves que jamais. Voici comment le Kiev indépendant a décrit la situation le mois dernier. Citation. Alors que la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine entame son 4e automne, l'armée ukrainienne fait face à une grave pénurie de main-d'œuvre, surtout dans son infanterie. Fin de citation. Ce rapport incluait des entretiens avec des commandants de bataillons, affirmant avoir parfois moins de 10 fantassins opérationnels dans tous leurs bataillons. Des conducteurs, ils en avaient? Des pilotes de drones? Ouais, mais des gars capables de tenir physiquement une position sur la ligne de front? Ils étaient en somme peu nombreux. Le Kiev indépendant n'est pas le seul à l'avoir signalé. Sur son Substack, Emiratus, professeur d'études sur la guerre au King's College de Londres, Laurent Friedman a estimé qu'il manque environ 100 000 soldats à l'Ukraine. C'est un chiffre qui correspond assez bien aux statistiques connues sur les désertions. La Kopravda ukrainienne a obtenu des dossiers du bureau du procureur général qui montraient que plus de 110 000 soldats avaient quitté leur poste sans permission entre janvier et juillet de cette année. Même si une minorité est revenue grâce à l'amnistie pour désertion, les statistiques prouvent que cela demeure un problème majeur. Ce problème ne touche pas seulement Kiev, les forces russes désertent aussi à un rythme inquiétant. Mais il semble que la situation soit particulièrement aiguë du côté ukrainien. Voici comment le fondateur de Frontelligence Insight, un groupe qui suit la guerre en Ukraine, l'a récemment exprimé sur X, je cite à nouveau. Comme le montre l'enquête de notre équipe sur la désertion, les troupes russes abandonnent tous leurs postes à un rythme de plus en plus élevé. Pourtant, les désertions restent plus fréquentes du côté ukrainien et Moscou était plus efficace pour renvoyer ses troupes au front. Maintenant, au cas où vous seriez tenté de rejeter cela comme l'œuvre d'un agent russe infiltré, le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrski, lui-même a noté en août que Moscou parvient à mobiliser tellement d'hommes que ses forces augmentent en réalité d'environ 9000 soldats par mois. Celle de l'Ukraine, en revanche, diminue. Maintenant, toutes ces statistiques inquiétantes soulèvent deux questions importantes. Pourquoi cela se produit-il et quel effet cela a-t-il sur le champ de bataille ? D'accord, donc la première question est en fait la plus difficile à répondre. Vous voyez, sur le papier, l'Ukraine devrait vraiment être en bonne santé. 30 000 personnes sont mobilisées chaque mois, alors que l'Ukraine, sur la défensive, devrait normalement perdre moins de soldats que la Russie, engagée dans l'offensive. La Russie a subi 33 000 pertes en juillet, donc si l'Ukraine mobilise 30 000 personnes par mois, tout va bien, non ? Eh bien, pas tout à fait. Sur ces 30 000 seulement, environ un tiers chaque mois sont jugés aptes à combattre. Il y a aussi le problème de savoir qui exactement est mobilisé. Au début de la guerre, de nombreux volontaires se sont inscrits pour défendre leur pays. Après l'échec de la contre-offensive de 2023, ce flot de volontaires s'est réduit à un simple filet. À la place qu'au descend, Kiev a été contraint de commencer à mobiliser la population, et la conscription a été si mal gérée qu'elle a engendré du ressentiment.
Au départ, seuls ceux âgés de 27 ans ou plus pouvaient être mobilisés. La raison de cette décision étrange était la crainte d'une crise démographique. Le chaos des années 1990 a fait chuter les taux de natalité, qui sont restés bas longtemps. En conséquence, l'Ukraine moderne connaît une pénurie massive de jeunes hommes en âge traditionnel de combattre, et les politiciens craignent qu'envoyer une grande partie d'entre eux mourir sur le front ne provoque une crise démographique encore plus grave à l'avenir. Après de longs débats politiques, la limite d'âge a été réduite à 25 ans, mais le processus, devenu corrompu, a permis aux plus aisés d'acheter leur exemption. L'effet global, c'est que la plupart de ceux qui sont mobilisés ne veulent pas être là. Un soldat de première ligne a déclaré au Kiev Independent en 2025 « Beaucoup sont ce que nous appelons des busifiés, emmenés de force dans des bus par les recruteurs. Ils n'ont ni volonté de se battre, ni objectif. » Fin de citation. Maintenant, avant que les bots russes ne commencent à inonder la section des commentaires avec des émojis de visage rieurs, nous devons rappeler une fois de plus que de tels problèmes touchant les deux camps dans cette guerre. Les troupes russes ont un moral bas et beaucoup sont en mauvais état. Même les blogueurs militaires pro-russes alertent sur le taux élevé de virus de l'immunodéficience humaine et d'hépatite virale chez l'infanterie. La différence, c'est que la Russie est encore assez riche pour offrir des primes d'engagement et des salaires absolument insensés aux volontaires. Dans certaines régions, les primes locales et fédérales permettent à un soldat de gagner 5,2 millions de roubles par an. C'est un pays où le salaire mensuel moyen en périphérie dépasse rarement 50 000 roubles, soit 614 $. Cela assure un flux continu d'hommes de régions pauvres cherchant des salaires qui changent leur vie, même si cela y met souvent fin. Même si ce système a ses limites, en octobre dernier, certains rapports ont montré que des régions n'atteignaient pas leur quota malgré d'énormes primes. Ils restent bien supérieurs à ce que Kiev propose. L'Ukraine est une société plus libre, offrant ainsi un meilleur accès à l'information sur le front. Donc, quand des histoires circulent, comme c'est trop souvent le cas, sur le haut commandement qui force l'infanterie à tenir des positions intenables simplement pour éviter l'embarras politique, eh bien disons simplement que cela décourage fortement les recrues de potentiel. Des problèmes comme celui-ci sont l'une des raisons pour lesquelles de nombreux experts aimeraient vraiment voir le départ du commandant en chef Oleksandr Syrski. Le chef des affaires étrangères du Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, a affirmé que l'Ukraine a réussi la première année de guerre grâce à une approche militaire différente. Une fois que Zelensky a remplacé Zheloujny par Syrski l'année dernière, cela s'est transformé en une guerre d'une petite armée soviétique contre une grande armée soviétique avec des conséquences prévisibles. Fin de citation. Ce n'est pas une opinion partagée par tous les analystes, mais il est clair que beaucoup attribuent à Syrski l'esprit du pas de retraite, quel qu'en soit le prix. Et il est également évident que cet état d'esprit nuit aux efforts de recrutement des volontaires. Quant à notre deuxième question, quel effet cela a-t-il sur le champ de bataille ? Eh bien, la réponse, comme on pouvait s'y attendre, n'est pas brillante. Voici de nouveau le fondateur de Frontelligence Insight. Les récentes dynamiques négatives à Kupiansk confirment le problème majeur de l'armée ukrainienne. Elle est contrainte d'opérer comme une brigade de pompiers, en renforçant les secteurs menacés du front comme Pokrovsk au détriment d'autres directions. Les forces ukrainiennes étant très dispersées, un secteur est toujours menacé par une percée russe, obligeant les réserves à se déplacer sans cesse pour éviter une catastrophe. Cela soulève une autre question. Si l'Ukraine manque autant de main-d'œuvre, pourquoi la Russie ne fait-elle pas mieux ? Et nous le pensons vraiment très sérieusement. Moscou a lancé une vaste campagne cet été, censée menacer des villes de Soumy à Pokrovsk, et pourtant leurs gains ont été inexistants. Aucune localité ukrainienne majeure n'est tombée aux mains des forces de Poutine depuis des mois. La seule percée majeure à Dobropia a été repoussée. Tchassivia reste disputée, et c'est à peu près tout. L'analyste russe Yann Mateev estime qu'au moins 30 000 soldats ont été tués et 60 000 blessés. Des documents récents indiquent que le Kremlin a perdu près de 87 000 soldats, tués entre janvier et septembre 2025. Il s'agit uniquement de soldats tués au combat, et non des pertes totales incluant blessés et disparus. Comme nous l'avons mentionné dans une autre vidéo récemment, les États-Unis ont perdu un peu moins de 41 000 soldats tués au combat pendant toute la foutue guerre du Vietnam. Pour le Kremlin, disons-le franchement, ce sont des résultats lamentables. Un niveau de perte insensé à encaisser face à un adversaire qui a à peine de quoi tenir ses lignes de front. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La réponse est claire, les drones. En Ukraine, la guerre se déroule désormais dans une zone de 10 km où les drones détruisent comme tout mouvement,
remplaçant la ligne de front classique. Même si ces drones sont utilisés par les deux camps, ces zones mortelles représentent surtout un danger pour les attaquants, car avancer nécessite de traverser cette bande de mort. Actuellement, c'est la Russie qui attaque, et c'est la Russie qui en subit les conséquences. En plus de cela, les forces de Moscou souffrent de leurs propres problèmes profondément enracinés. Les recrues, souvent inaptes, mal formées et démotivées, subissent encore les assauts inutiles imposés par des commandants, prompts à les sacrifier. Nous sommes donc dans une situation étrange où de vastes territoires sont contrôlés par peu d'infanterie et de nombreux drones. Un article de l'Atlantique rapporte que des commandants ukrainiens cherchent à empêcher leur infanterie d'affronter directement les soldats russes, préférant laisser drones et artillerie gérer les éliminations pendant que leurs hommes tiennent la position. Une ligne de front poreuse signifie aussi qu'il est parfois très difficile de savoir qui l'emporte dans un secteur donné. La Russie envoie de petits groupes de l'étroit de soldats Tsarka dans la zone dangereuse, leur demandant surtout de se tenir dans un village contesté et de se faire filmer par un drone avec un drapeau russe pour donner l'illusion d'une avancée. D'un autre côté, le vide de la ligne de front rend également les percées soudaines de plus en plus probables, même si cela ne signifie pas forcément que ces percées peuvent être exploitées. Voici une vision de l'avenir de la guerre. Un avenir où des drones vus à la première personne patrouillant dans le ciel au-dessus d'une zone interdite en constante expansion, tandis que de petits groupes d'infanterie passent des mois à se cacher dans cette zone, sans presque jamais, voire jamais, entrer en contact avec l'ennemi. Même si ce scénario dystopique permet à l'Ukraine de freiner un adversaire bien plus grand, les problèmes de recrutement persistants de Kiev restent préoccupants. Comme l'a écrit Rob Lay sur Axe, vu l'obsession de Poutine pour l'Ukraine et l'endurance russe, la guerre pourrait durer bien après 2026. Renforcer les effectifs des brigades ukrainiennes et maintenir le soutien étranger demeure essentiel. Donc oui, après cette réponse extrêmement longue et détaillée, j'espère qu'il est clair que les problèmes de recrutement et de mobilisation restent fondamentaux pour l'Ukraine, des questions qui ne peuvent tout simplement pas être résolues facilement. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de problèmes majeurs, car la Russie n'a pas encore exploité la principale faiblesse de Kiev. Cependant, il vaut mieux avoir cette discussion maintenant, au grand jour, que dans 5 ans, alors que nous essaierons de comprendre rétroactivement comment Moscou a finalement réussi à obtenir sa percée majeure de 2026. Et maintenant, après cette réponse colossale, prenons une respiration et répondons à quelque chose de plus court. Guerre civile du Myanmar. La République socialiste du Vietnam 1500 demande « Pouvez-vous faire une mise à jour sur l'évolution de la guerre civile au Myanmar depuis le tremblement de terre plus tôt cette année ?» Ce mois-ci, le Tatmadaw a repris la ville de Kaorm, dans l'état de Shan, aux forces rebelles, mais je n'ai vu aucun média grand public en parler. D'accord, c'est une excellente question, et nous serons heureux de vous donner une mise à jour, car aussi bien dans la ville de Karmey, comme vous l'avez mentionné, que dans d'autres parties du pays, le régime militaire du Myanmar regagne du terrain. En ce moment, son offensive est principalement limitée aux zones proches de la ville, partiellement encerclée de Mandalay, où le régime a capturé en juillet quelques villes importantes situées près de la ville, puis Kaokmey, qui se trouve sur une autoroute très importante menant à la Chine. Souvenez-vous de ce détail, il sera important plus tard. Ailleurs dans le pays, le régime s'est battu contre l'armée d'Arakan à l'ouest, bien que son succès ait été quelque peu limité, et en août ils ont réussi à reprendre la ville de Domoso, qui est stratégiquement située comme une porte d'entrée qui aurait permis aux rebelles d'accéder relativement facilement à la capitale nationale, Napador. Le régime a poursuivi la répression des civils au Myanmar, notamment lors d'une attaque le 6 octobre pendant une fête bouddhiste et une manifestation où plus de 40 personnes ont été tuées dans un bombardement. Bien que le régime semble actuellement dominer le champ de bataille, il faut noter que l'élan ressemble à celui de la Russie dans son offensive lente à l'est de l'Ukraine. Oui, ils avancent, mais ils n'avancent certainement pas rapidement, et le régime du Myanmar ne semble pas disposer des ressources nécessaires pour forcer une percée majeure, encore moins pour inverser le cours général de la guerre. Plusieurs grandes milices ethniques ont récemment lancé leurs propres petites offensives, ou ont réussi à bloquer les attaques du régime, tandis que des sièges en cours comme la bataille de Barmo restent dans une impasse active. Nous avons rappelé que Kakmey était stratégiquement placé sur une autoroute vers la frontière chinoise, car plusieurs récentes victoires du régime du Myanmar semblent liées à l'influence chinoise. Nous avons évoqué ce phénomène il y a quelques mois dans un épisode de Situation Rim,
quand la Chine a conclu un accord avec un groupe rebelle à Lashio, forçant ces derniers à quitter la ville pour laisser le contrôle au gouvernement du Myanmar et à un convoi chinois. Comme nous l'avons expliqué dans des épisodes précédents, la Chine ne se soucie pas vraiment de savoir qui gagne la guerre, mais elle tient à ce qu'aucune des factions belligérantes au Myanmar ne perturbe ses intérêts. Cela inclut un important oléoduc traversant le pays, les routes commerciales et de voyage vers et depuis la Chine, ainsi que la ville de Mandalaya elle-même, où une importante population ethnique han-chinoise domine pratiquement l'économie de la ville. Les dernières victoires du régime ont surtout visé à consolider le contrôle autour de Mandalay et à sécuriser la route vers la Chine. Dans certains cas, il semble que les troupes rebelles aient quitté leur position après des combats relativement minimes, ce qui indique que la Chine a peut-être exercé une pression directe. Dans la plupart des cas, les avancées du régime ont renforcé la sécurité de la population chinoise ethnique du Myanmar. En 2025, la plupart des victoires du régime semblent partager ce point commun. L'avenir de la guerre par drone, puis 2 questions auxquelles nous répondrons ensemble. D'abord, de Ian Hines, 2302. Existe-t-il une véritable riposte contre les drones kamikazes ? Il y a eu des tests d'armes à énergie dirigées qui semblent prometteuses pour faire face aux essaims, mais qu'en est-il au niveau individuel ? Donc, actuellement, la technologie anti-drone en est encore à ses débuts, mais les armes à énergie dirigée peuvent neutraliser les drones individuellement, un par un, ainsi qu'abattre des essaims en agissant sur une zone d'effet plus large. Par exemple, on peut regarder le système Leonidas de la société Epirus, qui utilise des micro-ondes à haute puissance pour désactiver les systèmes électroniques permettant aux drones de voler. Nous avons déjà consacré un épisode entier à Leonidas, ici sur Warfront, publié il y a presque exactement 1 an d'ailleurs. Mais en essence, Leonidas utilise des faisceaux d'impulsion électromagnétique qui peuvent soit être diffusés sur une large zone, soit cibler des cibles individuelles entrantes. La Chine développe plusieurs systèmes comme le FK, 4000, l'Ouragan 2000 et 3000, tandis que le système Thor américain et le phaser de Raytheon proposent des capacités comparables. Pendant ce temps, bien que les systèmes de défense à énergie dirigés à base de lasers comme le rayon de fer d'Israël aient été initialement conçus pour intercepter les roquettes et les tirs d'artillerie, ils peuvent également être dirigés contre des drones individuels. Bien sûr, les bons vieux intercepteurs à projectiles traditionnels font toujours très bien le travail, avec des intercepteurs à projectiles bon marché, facilement transportables et économiques, qui deviennent de plus en plus une priorité, tandis que d'autres entreprises se concentrent sur la création de drones autonomes pour intercepter d'autres drones. Toutes ces capacités sont plus efficaces que la technologie de brouillage, qui bloque la communication sans fil des drones avec leurs opérateurs, mais ne gère pas ceux utilisant de longs câbles à fibre optique pour un lien direct. Il y a aussi cette deuxième question, étroitement liée de Enderjack à 6384. Quel impact les systèmes anti-drones auront-ils sur l'avenir de la guerre ? Les drones deviendront-ils inutiles face aux principales armées du monde ? La meilleure réponse possible est sans doute non. En gros, il y a 2 directions possibles pour l'évolution des drones. Soit les drones sont comme des cuirassés, soit les drones sont comme des missiles. Si les drones sont comme des cuirassés, ce sont des technologies qui se retrouvent tout simplement contrecarrées par une contre-mesure si efficace qu'il ne vaut même pas la peine d'investir les ressources nécessaires pour innover une nouvelle solution. Le cuirassé était le porte-avions. Oui, les nations auraient pu investir des décennies et des sommes folles dans la construction de cuirassés capables de neutraliser les attaques aériennes, mais elles auraient perdu beaucoup de guerres et brûlé énormément d'argent dans le processus, et à la place, elles sont passées à cette nouvelle forme de guerre. Les missiles et systèmes anti-missiles font partie d'un jeu de tir et riposte depuis des décennies. Les missiles s'améliorent de manière significative d'une façon ou d'une autre, puis des défenses aériennes sont créées pour les intercepter. Ensuite, les missiles sont innovés pour contourner ces défenses, puis les défenses aériennes rattrapent leur retard, et ainsi de suite. L'avenir de la technologie des drones reste incertain, mais elle devrait évoluer progressivement comme les missiles et les systèmes de défense antimissiles. C'est un processus qui se déroule déjà sur les champs de bataille d'Ukraine, où l'Ukraine et la Russie ont toutes deux innové et contré la technologie de l'autre à plusieurs reprises. Les drones n'ont pas cessé d'être efficaces, et les systèmes de lutte anti-drones non plus. En réalité, les drones sont très polyvalents et à chaque nouvel obstacle créé par les systèmes anti-drones, ils réussissent à le franchir, le contourner ou le survoler. Si l'on se projette, on arrive à votre dernière question. Les drones deviendront-ils inutiles face aux grandes armées mondiales ? À en juger par ce qui se passe actuellement, eh bien non, presque certainement pas. Parfois, les systèmes anti-drones des grandes armées surpasseront ceux de leurs adversaires.
Mais ce ne sera qu'une question de temps avant que les drones et les systèmes de défense ne doivent innover dans de nouvelles directions. Pourquoi l'Amérique dévoile-t-elle son équipement à ses ennemis ? La question suivante vient du Dr Kildare, dont les 3 points d'interrogation montrent une possible frustration lors de la saisie. J'ai toujours été perplexe que les puissances occidentales, surtout les États-Unis, publient si vite des annonces sur leur nouveau matériel militaire, capacité ou politique. Pourquoi diable diriez-vous à votre ennemi ce que vous avez dans votre arsenal et comment vous allez l'utiliser ? Je croyais que le meilleur moyen de dissuasion était de jouer sur la tension et l'incertitude chez l'ennemi, plutôt que de révéler sa stratégie pour qu'il l'analyse ou l'imite. Putain, pourquoi ils montrent toujours leurs cartes ? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Je voudrais lire un article sur les avantages et inconvénients de cette stratégie. En réalité, tu as déjà donné la réponse dans ta question, et l'essentiel ici, c'est la dissuasion. Dans les affaires internationales, la dissuasion, c'est essentiellement lorsqu'une nation ou un acteur non étatique essaie de décourager son adversaire d'être agressif ou de prendre une autre action indésirable, en l'aidant à comprendre qu'il devrait craindre les conséquences de cette action. Disons simplement qu'un jour, le Mexique décide qu'il veut la Californie, mais qu'il choisit finalement de ne pas le faire parce qu'il craint que les États-Unis n'utilisent leur immense arsenal nucléaire pour déchaîner l'enfer sur Mexico. Maintenant, vous, cher Doc Kildare, avez mentionné dans votre question ou citation ici que, selon vous, le moyen de dissuasion le plus puissant était de maintenir la tension et l'incertitude dans l'esprit de votre ennemi. Et oui, c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain point. Certaines formes de tension et d'incertitude sont vraiment utiles pour la dissuasion. À quel point les armes de mes adversaires sont-elles dangereuses ? Jusqu'où sont-ils prêts à utiliser les armes les plus dangereuses ? Mais s'il est utile de rester vague sur la manière dont une arme de dissuasion sera utilisée, il n'est pas utile d'être vague sur l'existence même de cette arme de dissuasion. Les États-Unis, l'Europe et les alliés occidentaux parlent souvent ouvertement de leurs armes, et ce n'est pas un hasard. Après tout, comment des nations adverses potentielles pourraient-elles être dissuadées par l'arsenal militaire de l'Amérique ou de l'Europe si elles ne savent pas qu'il y a quelque chose à craindre dans cet arsenal ? L'Occident global sait entretenir l'ambiguïté sur la réelle puissance de ses armes. Par exemple, ils refusent d'aussi toujours de dévoiler les réelles capacités de leurs navires et avions avancés. Si vous êtes une nation misant sur la dissuasion, vous voulez que vos adversaires se demandent « Jusqu'où peuvent-ils me battre ?» au lieu que cet adversaire doute de votre capacité à le battre. Écoutez, si quelqu'un me coince dans une ruelle et essaie de me voler, mais que je révèle que je porte un gros bâton, il ne sait toujours pas comment je vais utiliser ce bâton, mais il sait qu'il préférerait vraiment ne pas le découvrir. Actuellement, nous voyons certains pays de l'Alliance de l'OTAN être très explicites sur les moments où ils déploieront ou non des armes de l'OTAN en réponse aux provocations russes. Mais ces pays ne cherchent pas à dissuader, du moins pour l'instant. Ils montrent leurs intentions parce qu'ils essaient de pratiquer l'apaisement et de signaler ouvertement à la Russie que si tout le monde choisit de désamorcer la situation et d'agir de manière responsable, alors les choses pourront revenir à la normale. Nous dirions qu'il s'agit d'une incompréhension fondamentale des actions de la Russie et qu'une véritable dissuasion aurait été une bien meilleure approche face à la situation. Mais si l'on pense qu'une partie de l'OTAN a une dissuasion inefficace, c'est parce qu'elle n'essaie pas vraiment de dissuader la Russie. Que dire de plus, nous sommes des sangliers. C'est le moment où nous invitons nos scénaristes, Maurice et Evan, à quitter le sous-sol pour profiter du soleil et peut-être d'un peu d'eau et répondre à des questions plus légères avec moi. Commençons par une question d'Underjack au 6384 adressée aux scénaristes, car Simon manquerait de culture. Doucement. Quels sont vos animés ou mangas préférés sur la guerre ? J'aime beaucoup GATE. J'ai toujours aimé le choc entre l'armée moderne et les royaumes fantastiques. Moi aussi j'adore. Je ne vois pas de quoi tu parles. Evan, comme Simon, je ne suis pas qualifié pour répondre. Mais j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite de mettre en avant notre nouveau rédacteur à plein temps, Wilfred. Donc je vais lui passer la question. Très bien, faisons ça. Wilfred dit « Mon anime préféré sur le thème de la guerre est Yujo Senki, aussi connu sous le nom de Saga de Tanya la Maléfique. C'est un anime de dark fantasy militaire qui se déroule dans une version alternative de l'Europe du XXe siècle, plongée dans une guerre mondiale d'une ampleur colossale. Attends, commentaire de Simon. N'y a-t-il pas déjà eu 2 guerres mondiales au XXe siècle ? Wilfred continue. L'histoire suit Tanya de Gurshaf, jeune fille froide et calculatrice, officier dans l'armée impériale. En réalité, Tanya est la réincarnation d'un salarié japonais cynique qui a été tué après avoir provoqué l'être X,
une entité mystérieuse et quasi divine. Grâce à sa grande puissance magique et à son esprit stratégique, Tanya progresse vite dans l'armée et devient la diablesse du Rhin. Son objectif principal était de survivre et d'assurer une vie confortable loin du front, mais son talent et son ambition la poussent sans cesse à s'enfoncer davantage dans les combats. La réponse de Maurice, je ne sais pas ce qui se passe. Maurice dit, je ne sais pas si les puristes l'incluraient, mais le cadre militaire de Full Metal Alchemist Brotherhood est si central qu'on a vraiment l'impression d'un anime de guerre, surtout avec l'histoire de la guerre d'Ishval. Toute cette histoire est un regard profondément humain sur la façon dont le conflit affecte non seulement les civils qui subissent la guerre, mais aussi les soldats eux-mêmes. C'est une épopée steampunk pleine d'action, mêlant alchimie, liens familiaux et destin du monde. Les passages sur la guerre sont parmi les plus puissants. On écrit que je dois répondre, mais je n'en ai aucune idée, mec. Je ne crois pas, je n'ai jamais vu d'anime, même pas Pokémon. C'en est un? Lequel passe à la télé? Les mangas, c'est les livres, non? Passons à la suite, les chansons sur les conflits. Et enfin celle-ci, amusante de Tranquille Poison. Quelle est ta chanson préférée sur la guerre? Pour moi, c'est Bella Ciao. Maurice dit, je vais choisir un grand classique, War Pigs de Black Sabbath. En écoutant les paroles, les politiciens se cachent. Je ne vais pas la chanter. Ce sont eux qui ont déclenché la guerre. Pourquoi devraient-ils aller se battre? Mais ils laissent ce rôle aux pauvres. C'est très actuel, surtout quand on voit la Russie envoyer ses pauvres et minorités ethniques au front, tandis que les élites de Moscou et Saint-Pétersbourg paradent dans la capitale comme dans Hunger Games. Franchement, Vladimir Poutine a-t-il déjà eu un rival comme Va-t-en-Guerre? Even dit qu'il est tout à fait d'accord pour Bella Ciao, et il ajoute aussi Zombie des Cranberries. Pour ceux qui l'ignorent, Zombie est une chanson de protestation sur les troubles en Irlande du Nord, dénonçant les actions du gouvernement britannique et les méthodes de l'armée républicaine irlandaise. Non seulement c'est une chanson très poignante et émouvante, mais c'est aussi un vrai tube. Je crois avoir un tube dont je n'avais pas saisi le sens avant de réaliser qu'il traitait du même sujet que la chanson War Pig de Maurice. Ce n'est pas la sienne, c'est celle de Black Sabbath, mais Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. Je trouvais cette chanson cool. Et puis tu te rends compte, attends, ça parle juste des riches qui envoient les pauvres mourir à la guerre. Pourquoi c'est aussi entraînant? C'est tout. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Enfin, je te verrai plus tôt, mais on se retrouve dans une semaine pour Situation Room, non? Merci d'avoir regardé.